Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. La CEDEAO a décidé de lever les sanctions imposées au Niger. Une décision prise ce samedi à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'État qui s'est tenu à Abuja au Nigeria pour examiner la situation de la sous-région. Le soulagement est au rendez-vous au Tchad et pour cause, l'indemnisation des victimes du régime de Hissène Habré a débuté ce 23 février avec le versement de 10 milliards de francs CFA. Les victimes ont toutefois demandé la réhabilitation de l'ancien président mort depuis 3 ans maintenant. La résolution adoptant l'agenda pour maintenir la paix au Bénin a été prise durant la rencontre officielle ce 20 février des anciens présidents du Bénin, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo, étaient notamment au cœur de leurs échanges la préservation de la paix, la cohésion sociale et l'unité dans le pays. Mais d'abord, la levée avec effet immédiat d'une partie des sanctions contre le Niger a été annoncée par la CEDEAO. Les pays membres de l'organisation régionale se sont en effet réunis en sommet extraordinaire pour examiner la situation politique et sécuritaire de la sous-région ce samedi à Abuja au Nigeria. Les sanctions qui ont été levées concernent celles qui étaient imposées au Niger suite au coup d'État du 26 juillet 2023 qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Nathalie Mouf. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a levé toutes les sanctions économiques contre le Niger et celles prises contre la Guinée. Ces résolutions ont sanctionné le sommet extraordinaire sur la situation politique de paix et de sécurité en République du Niger, tenu à Abuja au Nigeria le 24 janvier 2024. Des décisions humanitaires selon le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, qui a affirmé la pleine conscience du bloc communautaire pour le poids des sanctions sur la population. La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger est levée. L'institution de la zone d'exclusion aérienne de la CEDEAO sur tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger est levée. La suspension de toute transaction commerciale et financière entre États membres de la CEDEAO et le Niger est levée. Le gel des avoirs de la République du Niger dans les banques centrales de la CEDEAO est levé. La suspension du Niger de toute aide financière et transactions avec toutes les institutions financières, notamment la BIDC et la BOAD, est levée. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest appelle les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso à revoir leur décision de quitter le bloc communautaire ouest-africain. Ces 3 pays représentent plus de 17% de la population ainsi que près de 10% du PIB de la sous-région. Pour la CEDEAO, malgré un engagement ferme contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement, il est temps de s'ouvrir au dialogue afin de maintenir la collaboration, notamment dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. L'autorité encourage la CEDEAO à maintenir son approche et ses ouvertures auprès des 3 États membres et à continuer de rester saisie de la situation. L'autorité réitère la nécessité urgente pour la CEDEAO d'accélérer la mise en opération de la force en attente pour lutter contre le terrorisme dans la région, y compris les éléments de la force opérationnelle multinationale conjointe et de l'initiative d'Accra. La CEDEAO a enjoint le gouvernement de transition du Niger de libérer l'ex-président Mohamed Bazoum et toute sa famille. Concernant la situation politique au Sénégal, le bloc communautaire a préconisé le dialogue pour sortir de l'impasse politique dans le but de l'organisation d'une élection présidentielle apaisée. Dans le pays, le chef de l'État Macky Sall a convié les partis politiques en course pour le scrutin à des concertations les 26 et 27 février 2024. Au Tchad, l'indemnisation des victimes d'Hissène Habré a débuté ce 23 février. C'est plus de 10 milliards de francs CFA qui seront officiellement versés à 10 700 victimes. Le gouvernement a annoncé la nouvelle après des discussions avec les associations des victimes qui ont malgré tout demandé la réhabilitation du protagoniste décédé il y a 3 ans, Marie-Raphaël Antolo.
8 ans après la condamnation de l'ex-président tchadien Hissène Habré par la Chambre africaine extraordinaire de Dakar et l'annonce d'indemnisation de ses victimes, l'État tchadien a reçu le 22 février 3 associations de victimes des crimes du régime de l'ancien président. Après discussion avec les associations de victimes, les autorités tchadiennes ont annoncé le versement de 10 milliards de francs CFA à environ 10 700 personnes. Cette annonce de paiement de la quote-part de l'État tchadien intervient après plusieurs autres versements de 10 milliards. Les victimes attendent 82 milliards de francs CFA d'indemnisation que l'Union africaine, à travers le fonds fiduciaire, a promis réunir. Le chef de l'État nous a rassuré que l'opération va commencer demain. Et nous allons tester N'Djamena. Après N'Djamena, cette opération va progressivement, n'est-ce pas, en province, c'est-à-dire qu'à Pala, à Moundou, à Sar pour la zone méridionale, à Mongo, à Béché pour la zone septentrionale. Le régime de l'ancien président Hissène Habré au Tchad a été responsable en 8 ans de répression de 1982 à 1990, des milliers de cas d'assassinats politiques, de disparitions, de tortures et de détentions arbitraires. Une commission d'enquête nationale établie par l'ex-président Idriss Déby a recommandé dès 1992 que des poursuites soient engagées contre ceux qui ont participé aux crimes du régime. Soulignant qu'outre l'indemnisation, les victimes demandent de réhabiliter l'ancien président conformément aux résolutions du dialogue national. Nous sommes tous des croyants. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Et Dieu a toujours dit de prôner le pardon. Quand tu as le pardon, c'est l'amour qui dépasse tout. Donc par rapport à ces pardons et aux recommandations d'Enis, nous victimes, nous ne voyons pas l'inconvénient. Nous sommes des croyants. Donc, puisqu'on prône le pardon, nous prenons le pardon, on le réhabilite. En tant que Tchadiens, nous, les victimes, les 3 associations, nous sommes d'accord pour qu'on le réhabilite en tant que Tchadiens. Rappelons que le procès de Hissène Habré, qui est le seul au monde lors duquel les tribunaux d'un État ont condamné un ancien dirigeant de notre État pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a été considéré par de nombreux observateurs comme un tournant pour la justice en Afrique. Notons cependant que les 7 organisations qui demandent à l'Union africaine et au gouvernement du Tchad d'accorder des réparations sont Amnesty International, l'association des victimes de crimes du régime de Hissène Habré, l'association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, la Commission internationale de justice, Redresse et l'association Rose Lokissim. Le maintien de la paix au Bénin, une problématique au cœur des échanges entre les 2 anciens présidents du pays, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo. Lors d'une récente rencontre, les 2 protagonistes ont pris plusieurs résolutions, notamment l'adoption d'un agenda pour maintenir la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Les détails avec Pauline Minkar. La situation sociopolitique du Bénin préoccupe les anciens présidents Thomas Yayi Boni et Nicéphore Soglo. Le 20 février 2024, les 2 anciens chefs de l'État ont eu un tête-à-tête. L'objectif de la rencontre était de mettre tout en œuvre pour la préservation de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. À l'issue de cet échange, plusieurs résolutions ont été prises, dont l'adoption d'un agenda pour le maintien de la paix au Bénin. D'après les canaux de communication du parti Les Démocrates, la situation de libération des prisonniers et exilés politiques a également été au cœur des échanges. Le dialogue sera maintenu pour la paix et le pain, sans oublier la mise en liberté sans délai des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques dans notre patrie commune, le Bénin. Par ailleurs, les 2 hommes politiques ont également discuté de la révision de la Constitution et la rélecture du Code électoral du Bénin. Une rélecture qui propose notamment une réécriture de l'article 20 sur la composition du Conseil électoral avec comme principale modification la substitution des expressions majorité et minorité parlementaire. De l'avis de certains analystes, cette proposition de loi ne semble pas être adaptée au contexte actuel du pays car la modification n'inclut pas toutes les composantes de la société. Lorsqu'on engage ces propositions de loi modificatives du Code électoral ou de la Constitution, les
gouvernants ou les initiateurs de ces modifications ne prennent pas la peine d'inclure toutes les composantes de la société. Il ne faut pas voir seulement en une modification de la Constitution ou du Code électoral l'implication des partis politiques. Il faut aussi inclure les autres couches de la société, notamment la société civile, notamment les partis d'opposition et notamment aussi les dépositaires de la tradition. Alors que la classe politique béninoise se divise autour d'un possible changement de la loi fondamentale avant les élections générales de 2026, le chef de l'État, Patrice Talon, a pour sa part rappelé son opposition à toute révision de la Constitution. Au Sénégal, les élections présidentielles suscitent toujours autant de tensions. Les Sénégalais ont manifesté dans les rues de Dakar ce 24 février pour obtenir du chef de l'État l'organisation de la présidentielle avant l'expiration officielle de son mandat le 2 avril. Lors de son entretien télévisé ce jeudi face à la presse locale, le président Macky Sall a promis de quitter le pouvoir le 2 avril, mais la date du scrutin reste en suspens. Elle sera fixée après le dialogue national convoqué pour ce lundi et mardi. Rappelons que 16 des 19 candidats rejettent ces concertations nationales et restent mobilisés contre le report de la présidentielle. Et toujours au Sénégal, un nouveau cadre de coopération pour le développement durable a été conclu entre le Sénégal et le système des Nations Unies. Un plan de développement pour la période 2024-2028 englobant plusieurs domaines et dont l'objectif est d'améliorer la vie du pays et propulser son économie. Les détails avec Philomentine. Un nouveau cadre de coopération pour le développement durable conclu entre le Sénégal et le système des Nations Unies viendra accélérer la transformation structurelle de l'économie sénégalaise, développer le capital humain et la protection sociale et consolider la bonne gouvernance et la cohésion sociale. Avec un budget prévisionnel de 488 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre, ce cadre vise l'accélération de la transformation structurelle du Sénégal, pays dont l'économie est projetée à 8,2% en 2024 par la Banque africaine de développement. C'est un programme qui est très utile pour le Sénégal. On peut par contre être un petit peu dubitatif parce que ce programme-là est vraiment très large. Il embrasse énormément de domaines et chaque domaine, donc il faut espérer que malgré le fait qu'on ait signé un accord global, que le travail se fera secteur par secteur. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'économie sénégalaise a besoin de se réinventer afin de pouvoir donner du travail et améliorer le niveau de vie des Sénégalais. Au titre des ambitions d'ici 2028, le plan de l'ONU pour le Sénégal va notamment appuyer les populations vulnérables, les systèmes de protection sociale et des services sociaux de base et faire en sorte que les politiques publiques inclusives et transparentes permettent aux populations d'être plus résilientes et d'accéder aux ressources naturelles et aux services publics de manière équitable. Si les Nations Unies s'appuient sur le plan Sénégal émergent, c'est que ce programme que le président de la République, Macky Sall, avait élaboré, il n'est pas un document de stratégie politique, mais un bon document économique. Maintenant, on peut aussi se poser la question de la continuité de ce programme pour la période 2024-2028, en sachant que le président Macky Sall arrivera à la fin de son mandat cette année. C'est un pari sur l'avenir que fait les Nations Unies. Il convient de noter que le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable est aligné sur le plan Sénégal émergent, dont la troisième phase sera exécutée de 2024 à 2028. Elle vise à propulser la croissance économique à un taux annuel moyen de 7,1% sur une période d'au moins 10 ans et permettre au pays d'atteindre l'émergence et l'expansion économique d'ici 2035. Et côté sport, le championnat du monde de 470 a débuté ce 24 février à Majorque. La compétition de voile se tiendra jusqu'au 3 mars, durant laquelle 63 équipes venant de différents pays vont s'affronter. Parmi les pays du continent africain se trouvent notamment l'Angola ou encore le Mozambique. José Douglas. Des Jeux Olympiques de Paris 2024, les mondiaux de voile constituent un test de forme crucial dans la dernière étape vers les régates olympiques de juillet prochain. Ce rendez-vous est fixé sous l'île de Llucmajor, soit à 20 km de Palma. Et parmi les 63 équipes, nous retrouverons des Angolais et des Mozambicains qui vont concourir jusqu'au 3 mars. Nous allons assister à une grande compétition à Majorque.
Un certain nombre de places de qualification olympique sont décidées ici pour l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, et une place pour l'Europe. La pression est donc forte, tout le monde sera au top de sa forme et personne ne se retient. Rendez-vous dans la baie de Palma, capable d'offrir une gamme de conditions aux skippers comme eau plate ou grosses vagues, vent léger, moyen ou fort. Gagner à Palma exige des compétences globales en navigation. Un véritable test, je vous l'ai dit, il y aura des équipes solides dans cette compétition avec notamment des Chinois, des Français, des Allemands et des Britanniques. Nous sommes très heureux d'organiser les mondiaux à Lugmayor. Nous devions organiser nos championnats du monde 2020 ici il y a 4 ans, mais nous sommes ensuite dû annuler l'événement à la dernière minute alors que la Covid commençait à déferler sur l'Europe. C'était dommage pour nous et dommage pour le comité d'organisation. Nous leur devions donc de revenir et de terminer ce que nous avions commencé en 2020. Ce lundi 26 février est le jour des essais, la fin des inscriptions et des jauges. La première course du championnat est prévue le mardi 27 février. Après 3 jours de course de qualification, les 10 meilleures équipes s'affronteront lors de la finale de la Midday Race, le 6e et dernier jour de compétition, et précisément le dimanche 3 mars. Les championnats du monde de 470 ont lieu chaque année depuis 1970 et c'est une classe de voilier utilisée comme équipement pour la compétition olympique de voile. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.